bonjour à tous, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se connecter en last minute. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'audit résilience et donc discuter de comment on peut adapter les actifs aux aléas climatiques. Et donc, avant de vous parler du sommaire, je vous propose de faire un petit tour de table en commençant par Romane, je t'en prie, je te laisse te présenter. Et n'hésite pas à activer ton micro, c'est mieux, on t'entendra mieux. Merci Léa, vous m'entendez bien? Très bien, parfait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Roman Jasinski et je représente l'entreprise The Climate Company. Je suis responsable scientifique et directeur des projets de The Climate Company, dont je vais vous faire une petite introduction juste après. Merci Roman. Hassan, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde, je suis Hassan Arba, ingénieur énergéticien au sein du groupe G-Expertise. Merci à toi Hassan. Et puis on a un petit invité surprise côté G-Expertise également. Ludovic, un petit mot? Oui, merci Léa. Donc Ludovic Danels, directeur du département bâtiment et VRD, donc en charge particulièrement de la coordination des audits résilience. Et je suis ravi de voir que cette symbiose avec The Climate Company porte beaucoup de fruits. Merci Ludovic. Et puis pour ma part, je me présente donc Léa Voileau, responsable grand compte et développement au sein de la société G-Expertise. Et justement, quelques mots sur G-Expertise dans une petite minute. Roman, je te laisse passer à la slide suivante pour qu'on puisse parler du programme d'aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons discuter audit résilience, on va discuter aléas climatiques et donc on va commencer évidemment par faire un petit récapitulatif de nos sociétés respectives, donc partenaires G-Expertise et The Climate Company. Nous discuterons ensuite des aléas climatiques à 20 ans, parce que faire un constat sur un instant T, c'est une chose, pouvoir prévoir dans plusieurs années, c'en est une autre. Nous allons voir ça avec Roman notamment. La vulnérabilité climatique et les coûts de l'inaction. On verra ça avec Hassan. Et puis effectivement des scénarios de résilience avec la planification, le chiffrage. Et nous avons noté un temps de questions-réponses. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite vivement à poser vos questions dans le fil de discussion à droite pour qu'on puisse interagir avec vous et échanger en direct pendant ce webinaire pour voilà nous enrichir les questions. Il y en a certains qui osent les poser, d'autres qui se les posent dans leur coin. Donc, ça peut aussi permettre à des personnes d'avoir des réponses à leurs propres questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, si nous passons à la slide suivante, on va dire quelques petits mots simplement pour introduire G-Expertise pour les personnes qui ne connaissent pas encore notre société G-Expertise, qui est un groupe d'ingénierie aujourd'hui, historiquement cabinet de géomètre expert, mais plus qu'aujourd'hui, puisqu'on peut le voir autour de la table grâce à Ludovic et à Hassan, qu'on a une pluridisciplinarité de profils via 3 départements que je vous présenterai juste après. Mais G-Expertise aujourd'hui, c'est une société française qui a donc différentes agences en France, avec notre siège social qui est à Sèvres, mais ensuite vous avez différents sites, agences aux 4 coins de la France, si je puis dire, entre Bordeaux, Toulon, plus précisément la Seine-sur-Mer, Lyon et pour les Hauts-de-France, là où sont d'ailleurs Hassan et Ludovic, donc dans les Hauts-de-France, entre Lille et Saint-Omer. Donc, nous avons une certaine territorialité, la capacité d'intervenir donc sur l'ensemble du territoire, une connaissance locale de l'immobilier, c'est important, et évidemment, vous imaginez une certaine réactivité pour vos projets, où qu'ils soient sur le territoire. Si nous passons à la slide suivante, vous avez quelques chiffres de la société. L'objectif n'étant pas de les décrire un à un aujourd'hui, simplement j'apprécie mettre 2 chiffres de nombres en parallèle, qui est le fait que nous existons depuis 1900. Alors, j'ai Serge, pardonnez-moi, qui me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous me confirmez que vous nous entendez tous? Moi, je t'entends très bien. Parfait. Écoutez, Serge, n'hésitez pas à vous connecter, OK, 5 sur 5 pour Didier, donc je considère que tout est OK. Serge, n'hésitez pas à vous déconnecter et vous reconnecter pour le son. Pardonnez-moi du coup pour ce petit aléa.
Il y a des aléas climatiques, il y a des aléas techniques aujourd'hui aussi. Voilà, on reprend sur les quelques chiffres. On existe donc depuis 1785. Alors vous imaginez pas en tant que géomètre expert, parce que la profession elle-même n'existait pas encore à l'époque, mais nous avons pu travailler sur des archives de très longue date, et donc nous avons un très bel historique de documents, mais aussi de clients. Et en parallèle de ça, donc on est un métier effectivement ordinal, réglementaire, avec des géomètres experts au sein de notre société. Mais nous consacrons aussi 3% de notre chiffre d'affaires à l'innovation et à la recherche et au développement, notamment pour différentes plateformes technologiques, pour différents projets, l'énergie, l'environnement. Nous dédions aussi un temps au partenariat, notamment avec The Climate Company, qui fait partie donc de nos partenaires fondamentaux aujourd'hui pour traiter des sujets et des problématiques importantes pour vous. Donc, on a vraiment voilà cette dimension aussi, cette appétence aux nouvelles technologies, à comment mieux concevoir, mieux construire, mais aussi anticiper les différents aléas que nous pouvons rencontrer. Nous passons à la slide suivante et je m'arrêterai là pour J'expertise. Juste avant de parler donc des différents départements, vous avez ce cycle de vie du bâtiment que vous devez bien connaître les uns les autres. Nous avons la capacité et l'opportunité d'accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Nous avons ajouté la phase acquisition-cession, puisque qui dit arbitrage dit mesurage. Donc, grâce à la pluridisciplinarité de nos activités, et du coup, notre vision très en amont des projets, de par les différents profils, nous pouvons accompagner nos clients sur les différentes phases du cycle de vie du bâtiment. Et enfin, cette dernière slide sur les différents départements de la société. Alors, évidemment, ces départements sont incarnés par différents profils. Nous avons autour de la table des personnes de formation géomètre, mais aujourd'hui davantage tournées sur les dimensions environnementales, bâtiments, voirie, réseaux divers, mais aussi des ingénieurs thermiciens, des personnes qui travaillent sur la partie diagnostic. Donc, vous voyez vraiment une pluridisciplinarité de profils et qui sont donc dans 3 départements différents que vous retrouverez sur la slide suivante. Et donc, on va les lire très rapidement. Et Ludovic, tu m'en voudras pas si je présente également le département bâtiment et VRD. N'hésite surtout pas à me reprendre si j'ai manqué un élément. En tout cas, sur le département immobilier, vous retrouverez l'ensemble des prestations que vous retrouverez dans un cabinet de géomètre assez classique, avec des prestations donc de géomètre expert, géomètre topographe, les diagnostics immobiliers également, l'amiante, le plomb, les lecs, le plan pluriannuel de travaux, le DPE, les éléments complémentaires à des prestations de géomètre et effectivement de la détection des réseaux dans le cadre de réhabilitation. Ensuite, vous retrouverez le département bâtiment et VRD, VRD acronyme de voirie réseaux divers, où là, nous sommes davantage sur l'ingénierie de la construction et vous retrouverez donc une dimension sur de la maîtrise œuvre d'exécution, tout corps d'état, une dimension davantage génie urbain et VRD, donc vraiment les environnements du bâtiment, et ensuite, la partie audit, où vous retrouvez évidemment l'audit résilience que nous réalisons en partenariat avec The Climate Company, mais aussi d'autres audits, notamment les audits énergétiques et les audits décrets tertiaires sur la dimension environnementale et énergie du bâtiment, mais aussi les audits due diligence, qu'on appelle également audit investisseur, et les audits pathologiques qui rentrent vraiment dans le vif du bâtiment. Et pour terminer, le département BIM SIG, donc on est plus sur la donnée immobilière, je vous le disais tout à l'heure, on consacre du temps sur la recherche et développement, l'innovation, et donc nous développons une plateforme de gestion de patrimoine. Nous produisons aussi de la maquette 3D, donc tout cela sur une dimension vraiment data et données. L'objectif n'étant pas de passer tout le webinaire sur J'expertise, je vous propose de laisser la main du coup à Roman pour découvrir The Climate Company pour les personnes qui ne connaissent pas encore la société. Merci à vous. Merci beaucoup Léa. Donc, je vais passer à la petite présentation de The Climate Company. Donc, The Climate Company, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune entreprise innovante, c'est-à-dire une JEI, qui est un statut donné par l'État aux entreprises qui font plus de 60% de recherche et de développement. Donc, on est réellement une entreprise de recherche et de développement dont l'objectif est de développer des applications, des services qui permettent d'évaluer l'exposition aux risques climatiques, de projeter et d'anticiper les risques climatiques, mais également de projeter la résilience des bâtiments et de comprendre quelles sont les solutions qui permettraient d'optimiser la résilience des bâtiments. Et donc, dans ce contexte-là, on
on a notamment reçu plusieurs prix. Nos dirigeants et fondateurs, le professeur Tour et Laurent Hesson, les fondateurs de l'entreprise, ont reçu des prix, notamment le Green Innovation Research Award dans le cadre des trophées Bull Cardin avec Bertrand Piccard de la Solar Impulse Foundation. Et on est notamment soutenu dans le cadre de nos développements et de nos recherches par différents chercheurs très célèbres comme le professeur Michael Mann, le professeur Hugues Manula, le créateur du Columbia Water Center, qui nous aident à travers des collaborations avec des laboratoires à développer l'ensemble de nos produits, l'ensemble de nos services. Il s'agit évidemment d'un projet mondial qui est porté par une équipe d'une quinzaine de personnes, une petite quinzaine de personnes, et qui est représenté majoritairement par 3 compétences. Ces 3 compétences que vous pouvez retrouver à l'écran sont les compétences de la compréhension et de l'expertise sur la dynamique du climat et sur l'évolution des risques climatiques et du changement climatique. La seconde compétence qui est présente au sein de l'équipe de The Climate Company, c'est la compétence liée aux applications spatiales et à la valorisation des technologies satellitaires et de tout ce que les technologies satellitaires peuvent apporter à la compréhension du climat, à l'observation de l'environnement. Et la troisième compétence, évidemment, c'est la compétence liée au traitement, à la récupération de la donnée et à la simplification et la valorisation de la donnée climatique pour l'intégrer et la simplifier au service de tous les acteurs qui peuvent en avoir besoin au sein des villes, au sein des entreprises, etc. Cette équipe, elle est également donc membre de World Alliance Solar Impulse Foundation, créée par Bertrand Piccard, membre du COPVER BPI France, de la Space Climate League d'Aerospace Valley, et au service notamment d'un de nos clients principaux et majeurs, qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour lequel on réalise des contrats d'expérimentation. L'ensemble des produits et des services qui ont été développés par The Climate Company donc sont 100% propriétaires. Ils ont été totalement développés par The Climate Company. Et parmi les outils et les produits principaux, on retrouve 2 indicateurs dont on va pouvoir parler aujourd'hui un peu en détail. L'UCIX, Urban Climate Index, qui est un indicateur d'exposition aux risques climatiques physiques, donc qui relève d'algorithmes propriétaires et des données issues de Copernicus qui viennent donc ensuite être downscalées et traitées pour justement arriver à un indicateur entre 0 et 10 qui permet d'avoir un point de repère sur l'exposition d'un point, donc d'un bâtiment, d'un actif immobilier, d'un site d'implantation, d'un projet immobilier ou autre. Ensuite, on a un indicateur de résilience, le BRICS, Building Resilience Index, qui permet, on va dire, d'évaluer la résilience d'un immeuble face aux aléas climatiques qui ont été identifiés dans le cadre de l'UCIX. Et ensuite, on va avoir des solutions complémentaires comme l'Urban Simulation et l'Urban Botanics qui vont permettre de prendre en compte des éléments à micro-échelle urbaine et de faire le lien entre l'aménagement d'un territoire à l'échelle urbaine et le climat local et son évolution en fonction de différents scénarios d'adaptation et d'aménagement du territoire. Sachant que l'ensemble de ces solutions sont hébergées sur une plateforme qui est en fait un Internet of Climate où vous avez des accès sur lesquels vous pouvez retrouver l'ensemble des informations, des produits et des services auxquels vous pouvez avoir accès dans le cadre de du contrat qui peuvent être mis en place. Et évidemment, ces 4 et 5 solutions, elles sont déclinées à travers 4 marchés cibles prioritaires qui sont 1, le secteur financier, donc tout ce qui est gestionnaire d'actifs immobiliers, les banques, les assurances qui peuvent avoir accès à un certain nombre de nos services que je viens de décrire, les collectivités publiques qui évidemment ont besoin dans le cadre de la rédaction de leur PLU, de leur PCAET et aussi de la conformité au PNAC, etc., d'avoir accès et d'intégrer de la donnée climatique dans leur stratégie d'aménagement durable. Ensuite, en 3, évidemment, tout le secteur de la promotion et de la construction qui doivent également intégrer la donnée climatique dans leurs projets de construction ou de conception immobilière, d'une part pour comprendre l'exposition de leur site d'implantation, d'autre part, évidemment, pour comprendre l'impact qu'ils vont avoir avec leur construction sur le climat local. Et ensuite, évidemment, les entreprises et les grands groupes qui ont besoin de comprendre et de savoir pour des raisons de stratégie, évidemment, et pour des raisons économiques, l'exposition au risque climatique de leurs usines, de leurs centres de logistique, de leurs magasins de retail, etc., pour bien comprendre qu'est-ce qui est prioritaire en termes d'adaptation, comment doivent-ils dimensionner leur stratégie d'adaptation et quels actifs ils doivent prioriser. Et finalement, évidemment, j'en ai parlé tout au long un petit peu de la présentation de l'entreprise, les développements et les produits que l'on a développés, ils sont complètement en accord et ils permettent de respecter et de justifier les critères liés à la taxonomie européenne, au PCAET, à la CSRD, au PNAC, mais également au label ISR, et permettent évidemment de remplir l'ensemble des reportings qui doivent être faits sur le plan réglementaire et qui évoluent en permanence et qui doivent inclure de plus en plus
de manière de plus en plus stricte l'intégration des données climatiques et l'intégration d'une stratégie liée à l'adaptation des actifs immobiliers ou des entreprises au changement climatique. Donc, maintenant qu'on a fait la présentation de The Climate Company, ce que je propose, c'est que on va sortir juste très rapidement de la présentation pour aller directement sur la plateforme et pour vous montrer l'ensemble des outils et des produits, et notamment nos outils de projection et d'anticipation du risque climatique à 20 ans, ce dont parlait Léa en introduction. Ce qui est important, c'est évidemment de prendre en compte les risques projetés, les risques qui vont arriver et qui vont, on va dire, toucher et affecter le bâtiment sur les 20 prochaines années. Donc, si je me connecte à la plateforme MyClimate, qui est la plateforme auquel tous nos utilisateurs, clients, partenaires ont accès à travers des identifiants sécurisés, chaque utilisateur arrive sur la plateforme et retrouve l'ensemble des projets qu'il nous a confiés. Donc, évidemment, ici, il s'agit d'un compte de démonstration. Donc, il y a 4 projets de démonstration qui reprennent évidemment des sites ou des bâtiments qui sont des bâtiments publics ou des bâtiments pour lesquels on a le droit et la possibilité de vous montrer des résultats et de vous montrer la démonstration des produits. Donc, si je vais sur la démonstration numéro 1, donc lorsqu'on entre sur un projet, ce que vous allez voir, c'est qu'on arrive sur un premier onglet qui est un onglet cartographique sur lequel on va retrouver l'ensemble des résultats de notre premier indicateur, l'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'indicateur U6 pour Urban Climate Index et qui est notre indicateur d'exposition au risque climatique à micro-échelle urbaine pour les 20 prochaines années. Donc, la micro-échelle urbaine, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a une échelle qui est inédite, qui est à l'échelle du bâtiment à travers différents développements que l'on a réalisés, des développements qui permettent de descendre l'échelle des données climatiques que l'on vient récupérer, et également des développements qui nous permettent de prendre en compte aussi l'environnement proche du site, c'est-à-dire l'aménagement urbain et la composition de la ville autour des bâtiments que l'on étudie. Donc, ce produit LUCIX, il est complètement automatisé et il est évidemment global, c'est-à-dire qu'on peut calculer l'exposition au risque climatique de n'importe quel point dans le monde en seulement quelques minutes. En fait, la seule donnée d'entrée, c'est les coordonnées GPS, donc les coordonnées longitude et latitude du bâtiment ou du point à étudier. Et ensuite, nos algorithmes font automatiquement le lien entre ces coordonnées et l'ensemble des données climatiques et extra-climatiques nécessaires à l'évaluation de l'exposition au risque climatique pour le site en question. Donc, si je clique sur un site, par exemple, vous allez comprendre plus en détail comment est façonné cet indicateur. On peut évidemment zoomer pour reconnaître le bâtiment, l'actif immobilier en question, et ensuite comprendre comment l'indicateur global U6 est décomposé. En fait, on a un indicateur global d'exposition au risque climatique qui est situé entre 0 et 10. 0 étant une faible exposition au risque climatique, 10 étant une exposition sévère au risque climatique. Et en fait, cet indicateur, il va se décomposer en 4 sous-indicateurs, qui sont en fait 3 sous-indicateurs climatiques qui reprennent les situations hydrologiques, les situations thermiques et les situations des vents et leurs évolutions sur les 20 prochaines années. Donc, pour ces 3 sous-indicateurs climatiques, le système en fait de The Climate Company vient récupérer plus de 40 ans de données climatiques historiques issues des principaux modèles d'analyse et de réanalyse climatique issus du programme d'observation de la Terre par satellite Copernicus, qui met à disposition des modèles d'analyse et de réanalyse qui permettent d'avoir des données sur toute la Terre, sur plus de 40 ans de données et avec des précisions spatiales et très fines et une résolution temporelle horaire, ce qui permet ensuite pour nous de réaliser des traitements, des descentes d'échelle pour obtenir des données qui peuvent aller jusqu'à des résolutions de quelques centaines de mètres et évaluer l'ensemble des paramètres liés à la situation hydrologique, c'est-à-dire la fréquence, par exemple, des précipitations extrêmes, l'évolution des précipitations moyennes, l'évolution de la fréquence d'inondations fluviales, mais également d'inondations par ruissellement urbain lors de fortes précipitations sur les sols minéralisés, l'élévation du niveau de la mer en région côtière et les différents types de sécheresse qui sont également traités, sachant qu'évidemment, toutes les données qui sont présentes sur la plateforme, que ce soit les figures, les données, les chiffres qui sont derrière les indicateurs, ils sont exportables depuis la plateforme à différents formats, au format PNG, au format PDF, au format Excel, en fonction du type de données. Donc, évidemment, la plateforme permet ensuite de circuler d'un site à l'autre de manière très rapide pour aller voir l'exposition au risque climatique de différents sites et pour comparer, on va dire, l'exposition au risque climatique de différents sites. Ce que j'ai pas précisé en introduction quand je parlais de la société The Climate Company, c'est qu'on est une entreprise toulousaine. Donc, j'en profite pour aller sur la place du Capitole à Toulouse pour vous donner l'exemple et pour vous montrer la suite du système. Une fois qu'on a ce point de repère en fait sur l'exposition au risque climatique à micro-échelle urbaine
de l'exposition au risque climatique sur les 20 prochaines années à l'échelle du bâtiment, ou ça peut être une place, ou ça peut être une infrastructure, ou ça peut être tout type de points à évaluer. Le système permet de trier et de sélectionner les risques climatiques les plus sensibles à l'échelle du site pour pouvoir justement prioriser les actions d'adaptation qui vont faire l'objet d'un audit de résilience pour le bâtiment ou le site en question. Donc, si on regarde la place du Capitole, on va mettre en avant, le système va mettre en perspective 3 risques climatiques qui sont les plus sensibles: l'élévation de la température moyenne, les vagues de chaleur et les îlots de chaleur urbains, parmi une liste de 13 risques climatiques qui sont donc les risques climatiques principaux, donc les vagues de froid, vagues de chaleur, îlots de chaleur urbains, les différents types d'inondations, de risques liés aux précipitations, de différents types de sécheresse, de submersion marine ou encore de tempêtes, qui sont tous les risques climatiques à prendre en compte pour une analyse de risque, et notamment tous les risques climatiques liés à la taxonomie européenne et aux différentes réglementations qui sont en train d'être mises en place d'un point de vue réglementaire. Donc, voilà pour l'UCIX et pour le risque, sachant que vous avez la possibilité pour chaque point d'un projet de télécharger un rapport automatisé, mais également de télécharger différents types de données liées, de données, on va dire, sous-jacentes aux indicateurs, comme par exemple ici sur la projection de la donnée, où vous pouvez donc voir l'évolution des paramètres climatiques traités dans l'indicateur UCIX sur les 20 prochaines années, donc entre 2024 et 2042, et télécharger ces données sous format Excel pour comprendre comment vont évoluer chacun des paramètres. Ici, il s'agit évidemment d'une démonstration, donc tous les paramètres climatiques ne sont pas pris en compte, mais évidemment, vous pouvez télécharger et exporter tout type de données et leurs évolutions sur les 20 prochaines années. Vous avez aussi différentes fonctionnalités qui sont très utiles sur des portefeuilles d'actifs immobiliers assez denses, qui permettent en fait de trier l'exposition au risque climatique des sites pour voir quels sont vos sites les plus exposés au risque climatique, évidemment pour des enjeux de stratégie et de priorisation des actions d'adaptation, en sachant que vous pouvez évidemment, encore une fois, exporter et télécharger ces tableaux au format Excel pour pouvoir travailler en interne et faire des tris et des évaluations sous format Excel. Romane, je me permets de rebondir sur les explications que tu viens de donner. C'est Didier qui nous pose une question justement sur les potentielles évolutions. Je me permets de te lire la question de Didier. Une fois pris en compte les historiques des 40 dernières années, comment sont intégrées justement les évolutions prédictives qui dépendent certainement de différents scénarios? Donc au fur et à mesure, je pense… Oui, c'est une très bonne question et je l'ai sous les yeux du coup la question. Donc je vais répondre à Didier très simplement. On récupère 40 ans de données climatiques au pas de temps horaire, et sur ces 40 ans de données climatiques au format horaire, on va réaliser des analyses statistiques qui permettent en fait d'extrapoler et de projeter sur les 20 prochaines années de manière totalement décorrélée des différents scénarios, notamment du GIEC, puisque l'on travaille justement sur les 20 prochaines années, donc qui est en fait une échelle très utile pour l'adaptation au changement climatique. Et c'est en fait pour une raison très simple, c'est que le système climatique et notamment l'inertie thermique du système climatique fait que peu importe les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, peu importe les scénarios socio-économiques que l'on prend, pour les 20 prochaines années, il n'y a en fait qu'un seul scénario, c'est un scénario en fait inertiel, tendanciel, qui est la suite de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est en train de vivre sur les 40 dernières années, puisque évidemment, les gaz à effet de serre, ils ont une certaine durée de vie dans l'atmosphère, et que par conséquent, les 20 prochaines années, même si vous regardez les scénarios du GIEC à court terme, ils ont un delta, un écart qui est très faible, mais c'est ensuite qu'à partir de 2050 que ces scénarios commencent réellement à diverger et où ils revêtissent en fait une importance réelle à partir de 2050, puisque il n'y a pas de réelle divergence entre les scénarios avant 2050. Comme nous, on projette sur 20 ans la donnée, on fait simplement des analyses statistiques pour pouvoir projeter et extrapoler la donnée des 40 dernières années. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Didier, je pourrais y répondre si vous en avez une autre, évidemment. Et je voulais simplement vous montrer, du coup, l'indicateur complémentaire de l'UCIX, qui est très important et qui est en fait un indicateur de résilience, un indicateur BRICS, donc Building Resilience Index, et qui est un indicateur qui permet, donc le BRICS Sensitivity, d'évaluer la résilience ou la sensibilité d'un immeuble par rapport aux risques climatiques qui ont été identifiés dans le cadre de l'analyse du CIX. Donc ici, je viens en région parisienne, je viens à Paris, et on voit qu'on a 3 bâtiments ici qui sont exposés au risque climatique de manière élevée, donc autour de 5, entre 5,2 et 5,5 sur notre échelle d'exposition. Mais on voit que ce sont 3 bâtiments totalement différents déjà en termes d'usage. C'est la Fédération française du bâtiment, il s'agit d'un EHPAD et de l'hôtel Plaza Athénée. Et en fait,
Lorsque l'on va basculer sur l'analyse du BRICS, vous allez voir que ces 3 expositions au risque climatique qui sont relativement similaires en termes de niveau, mais un petit peu différentes en termes de nature, puisque si on regarde les river floods, donc les risques d'inondation fluviale, celui-ci est plus exposé. Par contre, si on regarde les enjeux d'îlots de chaleur urbains, ces deux sont plus exposés en raison de la densité d'urbain et la densité de minéralisation et de surface bâtie autour de ces derniers. Lorsqu'on va basculer sur le BRICS, vous allez voir qu'on va avoir une réelle différenciation de résilience entre 2 bâtiments qui étaient à 5.4 et 5.5, puisqu'ici, vous voyez qu'on a un bâtiment qui est relativement résilient, alors qu'on a un bâtiment qui est beaucoup plus sensible. Évidemment, il s'agit de l'EHPAD. Et je vais juste rebasculer sur l'U6. Excusez-moi. Alors, voilà. Hop. Donc, sur le BRICS, vous voyez que le BRICS, il est décomposé en 4 sous-indicateurs. Un indicateur de comportement, donc comportement des utilisateurs du bâtiment, sur l'impact des risques climatiques identifiés sur la matérialité du bâtiment, l'impact des risques identifiés sur les réseaux, donc tout ce qui est lié au système CVC, énergétique, et également au réseau de plomberie. Et ensuite, évidemment, les usages au sens usage des espaces intérieurs et usage des espaces extérieurs, comment sont-ils impactés par les différents aléas climatiques. Et donc, si je reviens ici sur le BRICS principal, le BRICS global, en fait, on utilise pour que vous compreniez bien la méthodologie derrière ce BRICS Sensitivity, qui est une première approche en fait de la résilience qui vient précéder un audit de résilience. Ici, vous voyez qu'on vient en fait croiser l'ensemble des aléas climatiques identifiés et leur niveau d'intensité. Ici, par exemple, les vagues de chaleur, les vagues de froid, les îlots de chaleur urbains, etc. Et leur niveau d'impact sur chacune des composantes du bâtiment. Donc, que ce soit les composantes de matérialité, donc les impacts physiques sur le bâtiment, sur les infrastructures, les superstructures, l'enveloppe, la toiture, sur les différents types de systèmes et de réseaux, donc de plomberie, CVC, électricité, etc. Sur les usages des espaces intérieurs et extérieurs, mais également sur le confort, la santé et l'équilibre des besoins liés aux utilisateurs de ce bâtiment. Donc évidemment, cette matrice, c'est une matrice qui est adaptée à chaque type de bâtiment et qui vient être affinée par l'ensemble des caractéristiques physiques du bâtiment qu'on va pouvoir récupérer soit nous-mêmes de manière autonome à partir de l'observation satellitaire, soit au contact du client pour avoir une première approche de la résilience ou de la sensibilité d'un bâtiment à partir des caractéristiques de ce dernier et du croisement avec les différents aléas climatiques. Je vois qu'il y a des questions. Très bien. Il y avait juste un rebond effectivement de la part de Didier qui répondait effectivement que sur les dernières années, on avait constaté, on va dire, une sorte d'amplification de certains phénomènes, les tempêtes, les inondations, la sécheresse, qui est justement liée au dérèglement climatique. Et donc, du coup, ce serait vraiment cette question de tourner sur un peu les imprévus qui en plus s'amplifient dans les années à venir, comment on peut les gérer, quoi. Oui, alors c'est une très bonne question. Et quand on dit qu'on réalise des analyses statistiques sur les 40 dernières années de données climatiques, c'est évidemment des analyses statistiques très poussées qui nous permettent justement d'accorder plus de poids aux dernières années et en fait au point d'inflexion, au point de basculement où on voit des réelles amplifications des signaux climatiques. Et donc les dernières années, on voit réellement une accélération de certains paramètres climatiques et de certains phénomènes. Et évidemment, c'est pris en compte dans nos modèles d'analyse statistique. Et on accorde plus de poids aux dernières années justement pour prendre en compte les points d'inflexion qui peuvent exister. Voilà, je voulais simplement parler du BRICS, donc qui est l'indicateur complémentaire à l'U6 et qui permet d'avoir en première approche et qui est donc complètement automatisé. Encore une fois, cet indicateur, il est complètement automatisé et permet de calculer pour des larges volumes d'actifs immobiliers, que ce soit 100, 1000, 10 000 bâtiments, de manière très rapide en quelques jours. On peut faire l'analyse d'un portefeuille immobilier U6 plus BRICS et avoir un point de repère sur l'exposition et la sensibilité. Donc ici, vous voyez dans le tableau U6 et BRICS, et trier évidemment en fonction du niveau du 6 et de BRICS, et ce, que ce soit un portefeuille de 3 bâtiments, de 100 bâtiments ou de 1000 bâtiments. Ça permet évidemment d'avoir une première approche et de prioriser en termes de stratégie les bâtiments sur lesquels l'audit de résilience est le plus urgent, sur lesquels les stratégies d'adaptation sont les plus urgentes à mettre en place. Et simplement pour faire le lien, et avant de revenir sur la présentation, c'est donc lorsqu'on va sur BRICS, sur la plateforme, il s'agit du BRICS Sensitivity qui vient précéder en première approche le BRICS d'audit de résilience où on va venir justement
faire une visite de site sur place avec des partenaires experts que sont J'expertise et faire une évaluation beaucoup plus précise, beaucoup plus fine et beaucoup plus spécifique au bâtiment de la résilience climatique que le bâtiment peut avoir. Donc, si je reviens… Voilà. Donc, si je reviens ici, excusez-moi. Voilà. La vulnérabilité climatique dans le cadre de l'audit de résilience, elle se traduit par un process en 4 étapes. La première étape, c'est évidemment l'étape préliminaire d'avoir calculé et d'avoir projeté l'évolution des risques climatiques à l'échelle du bâtiment à travers justement l'indicateur UCIX, la plateforme que je viens de vous présenter. Ensuite, à l'issue de cette première étape, il va y avoir une étape que je vais laisser, pour laquelle je vais laisser Hassan s'exprimer, qui est une étape en fait de visite sur place du bâtiment pour récolter toutes les informations et toutes les caractéristiques physiques qui permettent de décrire et de définir le bâtiment et toutes les caractéristiques surtout utiles à l'évaluation de la vulnérabilité physique des actifs. Hassan, je crois que ton micro est coupé. C'est vrai qu'on ne voit pas ton micro copier, mais on ne t'entend pas, Hassan. Vous m'entendez là? Ouais, là, c'est mieux. Ah, c'est bien. Bah, merci Roman. Donc, juste après l'identification, comment dire, des aléas climatiques et l'évaluation des risques, J'expertise réalise, comment dire, une visite sur terrain pour à la fois collecter les données qui sont relatives à la résilience du bâtiment ou du bien, tout simplement, et dans un deuxième temps à relever ou à collecter les données qui pourront être soit des données énergétiques, soit des données techniques du bâtiment, et qui viseront après à alimenter l'audit dans sa partie résilience et dans sa partie énergétique ou technique si nécessaire. Je me permets juste de compléter, et merci à ça, c'est tout à fait ça. Et merci Roman aussi pour toute la présentation liée à votre savoir-faire et de travail de cette donnée qualifiée. Hein. Donc moi j'insiste aussi sur le fait que on n'est pas sur une donnée brute, on est vraiment sur quelque chose qui nous permet déjà de faire un tri et de prioriser finalement des actifs par rapport à d'autres. Je pense notamment à beaucoup de clients qui confient en l'occurrence des portefeuilles sur pas qu'en France du coup, puisque en fait la force de frappe c'est d'être en capacité d'offrir un indicateur qui soit sur l'ensemble du globe. Et de fait, une fois qu'on a priorisé, on a resserré les taux sur un certain nombre d'actifs qui doivent faire l'objet d'une attention particulière et de bien sentir la vulnérabilité, puisque c'est plutôt des sites qui sont soumis à des aléas particuliers, ou alors c'est lié aussi parce que au fait qu'on a des bâtiments qui doivent être vraiment le plus résilients possible. Ça dépend en fait de la stratégie du client. Et donc une fois qu'on a cette priorisation, les équipes de J'expertise prennent leur bâton de pèlerin et ils vont sur place et ils viennent en quelque sorte asseoir et conforter ou amplifier ou amoindrir ou en tout cas moduler un peu les critères qui ont été définis par des données recoupées satellitaires. Et là, on arrive à une donnée qui est, on va dire, assise avec des paramètres qui sont liés en réalité à une visite terrain. Et donc, on comprend bien que ce type de mission ne peut pas avoir lieu sur des centaines, voire des milliers de sites, puisqu'on exploserait le budget d'investigation. Donc, d'où l'intérêt de venir en deux passes avec le premier indicateur qui permet de brasser beaucoup de sites en même temps à peu de frais, et ensuite un effet d'entonnoir. Et là, c'est là où interviennent les équipes de J'expertise avec leur savoir-faire en économie de la construction. Absolument. Et je précise du coup parce que je vais en venir sur le point 2 que notre collaboration et notre complémentarité, elle ne s'arrête pas du tout là, puisqu'ensuite dans l'évaluation de la vulnérabilité physique des actifs face aux aléas identifiés, en fait, il y a deux parties. Il y a une évaluation de la vulnérabilité physique
à travers vraiment le lien entre les caractéristiques physiques du bâtiment, sa volumétrie, la gestion des espaces extérieurs, les matériaux utilisés, les propriétés techniques et énergétiques, etc., et les aléas identifiés. Donc, est-ce que ces propriétés sont résilientes par rapport aux aléas qui ont été identifiés? Et pour analyser cette vulnérabilité physique du bâtiment, on vient justement coupler deux modèles, en fait des modèles de climat urbain qui permettent de comprendre et d'affiner, on va dire, la compréhension du climat local dans lequel le bâtiment va s'implanter en fonction de son environnement, ce qui est très important puisque souvent les audits de résilience ou les travaux de ce type, ils sont basés sur des analyses climatiques qui peuvent être à des mailles qui sont beaucoup trop larges ou qui sont basées sur des fichiers météo qui peuvent relever par exemple des relevés des aéroports et donc qui ne sont pas forcément à la localisation précise où le bâtiment, l'actif traité et évalué se trouve. Et donc, nous, on va vraiment permettre de sortir des fichiers qui vont être des fichiers d'entrée pour les modèles donc de Hassan et de J'Expertise, qui vont être des fichiers d'entrée beaucoup plus précis, qui vont pouvoir intégrer justement dans leur modèle de SED ou de STD pour pouvoir sortir des métriques très intéressantes de résilience ou de vulnérabilité du bâtiment en termes de température intérieure, température extérieure, de consommation énergétique, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie évaluation de la vulnérabilité. C'est basé sur des analyses quantitatives liées au couplage de modèles de climat urbain et de modèles de SED, mais également sur des analyses qualitatives liées à l'ensemble des caractéristiques physiques au regard des aléas identifiés. Et on va aussi porter un regard sur les caractéristiques non physiques du bâtiment, c'est-à-dire son usage, les activités au regard des aléas identifiés, ce qui va permettre vraiment de comprendre si peut-être l'usage n'est pas adapté aux aléas climatiques qui ont été identifiés et qui sont projetés sur les 20 prochaines années. Ensuite, la troisième partie, ça va être l'évaluation de la vulnérabilité économique des actifs face aux aléas identifiés, c'est-à-dire l'analyse du coût d'inaction, l'analyse liée aux pertes de revenus locatifs, mais également aux travaux de réparation, mais que je vais laisser Hassan détailler un petit peu après. Et ensuite, en quatrième point, on va avoir la proposition des solutions d'adaptation et des scénarios d'adaptation qui vont être triés pour répondre aux aléas identifiés et aux vulnérabilités identifiées et qui vont être en fait triés à travers une matrice efficacité-complexité qu'on va aussi détailler après. Et ce qui est très important, c'est que ces actions d'adaptation, elles ne se veulent pas génériques, mais elles se veulent extrêmement spécifiques au site en question. Elles vont évidemment être une conséquence de la visite de site et de tout ce qu'on a pu observer sur place, mais également de tous les diagnostics d'exposition, de vulnérabilité qu'on a pu faire. Et ce seront vraiment beaucoup des actions extrêmement spécifiques à l'actif que l'on aura étudié. Voilà, je vais laisser la parole à Hassan pour les coûts d'inaction et les différentes hypothèses qui peuvent être prises. Alors, s'agissant des coûts d'inaction, donc la première partie de ces coûts, tout simplement, c'est les travaux de réparation ou de correction suite aux aléas climatiques. Donc, pour bien évaluer ce coût, donc on part sur deux hypothèses. Une hypothèse favorable qui est relative à, comment dire, à un niveau de risque minimal, ou comment dire, une seuil minimale de risque, et une hypothèse défavorable qui est liée à un niveau supérieur du risque. Par exemple, là, pour un risque d'inondation, on peut prendre comme seuil minimal 10 cm d'inondation de niveau d'eau, et pour le risque maxi, on prend 1,5, c'est-à-dire au niveau des allèges. Donc une fois on définit les coûts pour les deux hypothèses, on fait ce qu'on appelle une comparaison entre les deux, comment dire, les deux niveaux d'impact sur les travaux de réparation qui pourront être soit comment dire, soit par rapport au système CVC, soit par rapport au second œuvre, soit par rapport aux façades du bâtiment, soit à la partie VRD qui est importante notamment pour tout ce qui est risque d'inondation. Voilà, donc c'est juste pour dire que ça se fait toujours par rapport à deux hypothèses favorables et défavorables des risques climatiques. Roman, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Après, le deuxième type du coût de l'inaction, ça va être les pertes de revenus, tout simplement quand un bâtiment subit les aléas climatiques. Donc, il y a dans un premier temps des pertes qui sont liées à l'inexploitation du bâtiment pendant les travaux de réparation.
Il y a un deuxième type de perte qui est les pertes de revenus d'exploitation suite à des dégâts, c'est-à-dire qu'on peut pas exploiter le site. On peut par exemple attendre une semaine, deux, voire trois pour reprendre l'activité du site. Et le troisième type du coup, ça va être la diminution de la valeur de l'actif. Bah, si tout simplement le client ne fait rien pour bien, comment dire, protéger son bien contre les aléas climatiques et même après les dégâts, donc la valeur de son bien, la valeur de son bâtiment comment dire, diminuée. Et ça, ce deuxième type de coûts et des coûts d'inaction sont aussi évalués à partir pour les deux hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse favorable et l'hypothèse défavorable. Après, si tu peux, Roman, passer à la slide suivante. Là, on parle des scénarios de résilience. Donc, après avoir identifié tous les coûts de l'inaction relatifs aux aléas climatiques, donc on passe à la proposition, à la proposition d'actions qui vont permettre soit comment dire, d'éviter ces aléas climatiques, de réduire leur impact sur le bien. Donc là, on travaille avec Declimate Company sur la définition et on se met d'accord sur les actions à mettre en place. Donc, et après, on distingue deux types de scénarios. Les scénarios, tout simplement, ce sont des regroupements d'actions selon leur complexité et leur efficacité. Et cela se fait à partir d'une matrice. Je ne sais pas si, Romain, tu peux donner plus de clarification par rapport à la matrice. Voilà, cette matrice, c'est une matrice qu'on a définie pour justement, une fois qu'on a classé la liste de toutes les solutions, de pouvoir mettre de les ranger à travers cette matrice efficacité-complexité, sachant que cette complexité, elle est à la fois technique et économique. Et tous les scénarios, toutes les solutions qui sont au-dessus de cette courbe, elles viennent intégrer le scénario court terme. Toutes les solutions qui sont en deçà de cette courbe, elles viennent sur le scénario long terme. Et on privilégie justement le fait d'implémenter des solutions qui sont rapides à mettre en place et très efficaces. Et ensuite, dans un second temps, sur des stratégies d'adaptation plus long terme pour pouvoir adapter et faire évoluer au maximum la résilience du bâtiment, implémenter les quelques solutions qui vont faire partie d'un scénario plus long terme et qui est traduit par une complexité beaucoup plus importante. Oui, et tout ça nous donne à la fin du scénario, c'est un scénario à court terme et un scénario à long terme. Donc les scénarios à court terme, généralement, c'est des scénarios avec des actions réalisables rapidement, plus efficaces, qui ne coûtent pas trop cher. Et les scénarios à long terme, comment dire, ils sont liés à des actions qui sont plus complexes. Parfois les changements de structure, comment dire, la réfection par exemple des façades, le remplacement des systèmes énergétiques si besoin. Donc et ça englobe aussi des actions qui coûtent trop cher. Donc voilà. Je sais pas si tu peux répondre à la question, si tu vois la question. Oui. Il y a une question, pardon, je vais lire la question de Rim. Merci pour cette question. Quels sont des exemples d'actions et solutions adaptives à mettre en place pour améliorer la résilience d'un bâtiment? Je pense que Hassan, en fait, il vient d'y répondre en quelque sorte. Ouais. Il a parlé des actions sur les équipements énergétiques ou sur le fait d'agir sur la structure. Et après, ça dépend finalement du type d'aléa climatique auquel on est soumis. Si on est sur un aléa de type hauteur d'eau, d'inondation, déjà la première des choses, c'est travailler sur le fait de déplacer les organes sensibles au-dessus du NPH, du niveau des flux d'eau connu. Donc ça, c'est tout un travail de fond parce que ça demande de réorienter certainement l'ensemble des réseaux CVC et de tous les fluides sur un plancher qui est hors d'eau. Donc ça, c'est des premières mesures, j'avais presque envie de dire, inévitables. Et ensuite, il peut y avoir un travail aussi sur la manière de pouvoir accueillir de manière maîtrisée et paisible une inondation par exemple d'un parking souterrain s'il existe. Et d'avoir
un protocole de gestion de crise qui fasse qu'en amont d'une crue lente, on prévienne les usagers ou il y a des panneaux qui soient prévus à cet effet suffisamment en amont pour que la crue puisse venir s'engouffrer sans qu'il y ait, en minimisant du coup les impacts financiers de retour à la normale. Voilà les actions, un exemple d'action qui peut être menée. Encore une fois, sur un exemple d'aléa de hauteur d'eau, mais il y a plein d'autres sujets, il y a des îlots de chaleur urbains, et dans quel cas, là, on répond par de la renaturation des sites. Pas plus tard qu'hier, avec l'équipe de Roman, on a répondu à un appel d'offres pour une collectivité qui souhaite avoir une boîte à outils de la manière dont on pouvait répondre à rafraîchir la ville de Toulouse, pour ne pas la citer. Voilà. Et donc, c'est des actions qui sont à chaque fois un peu chirurgicales, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est adapté au site auquel on parle. Et pour compléter tout ce qui vient d'être dit par Ludovic et par Hassan, notre expertise en fait complémentaire de The Climate Company et de J'Expertise, elle nous permet, une fois qu'on a défini un scénario d'adaptation et toutes les solutions d'adaptation qui vont rentrer dans ce scénario, de simuler l'efficacité de ce scénario en reproduisant justement, en refaisant tourner nos modèles couplés de climat urbain et de SED pour pouvoir voir le gain qu'on va pouvoir avoir sur le niveau de résilience en termes donc de température intérieure, température extérieure, confort thermique, consommation énergétique, etc. Ce qui permet d'avoir, au-delà de vous proposer des scénarios de manière qualitative, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est des actions qui vont avoir un impact. On est en capacité de venir simuler l'impact réel que va avoir ces solutions d'un point de vue de métriques de sortie qui sont très précises et très scientifiques. Et juste, si Léa, tu me confirmes que j'ai le temps, je voulais juste vous montrer un tout petit cas d'usage urbain qui fait le lien en fait avec parfait. Donc, qui fait le lien avec un de nos partenaires qui devait présenter aujourd'hui avec nous, mais qui n'a pas pu et que je vais donc me permettre de remplacer. Et juste pour dire un petit mot sur la partie cas d'usage urbain, c'est-à-dire comment adapter, on va dire, les villes et plutôt pas à l'échelle des actifs immobiliers, mais à l'échelle de projets d'aménagement urbain, de quartiers, etc. On a notamment réalisé un projet avec justement le partenaire que je viens d'introduire, qui est le partenaire Béchu et Associés, qui est une agence d'architecture et d'urbaniste parisienne qui a été créée il y a plus de 100 ans, qui sont les partenaires de The Climate Company depuis plus de 8 ans et qui nous aident à comprendre tous les enjeux liés, tous les enjeux urbains, tous les enjeux liés à l'aménagement des territoires, aux interactions entre le bâtiment, les projets architecturaux et le climat, et qui ont une réelle volonté de proposer des projets à forte résilience climatique et évidemment des projets qui intègrent en permanence la donnée climatique. Donc eux, évidemment, ils peuvent se positionner également sur des audits de résilience ou sur des études d'un point de vue des solutions. Et ici, on a travaillé avec eux notamment sur un projet en Martinique, juste pour que vous puissiez comprendre la puissance de nos outils et des collaborations qu'on a justement avec les professionnels de l'immobilier, avec J'Expertise, avec les architectes, etc. Là, on avait un projet en Martinique pour la deuxième plus grande ville de Martinique, qui est le Lamentin. On a donc commencé par calculer l'exposition au risque climatique, donc notre indicateur U6, non plus à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle de quartiers qui décomposent une ville, ce qui permet vraiment d'avoir les différents risques climatiques, les îlots de chaleur urbains, les inondations fluviales et les différents U6 quartier par quartier. Et ensuite, on a réalisé des travaux de simulation et de modélisation du climat urbain pour voir quels seraient en fait les impacts, justement, les bénéfices d'aménager un quartier différemment. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le quartier qui s'appelle Fourachot-Bas-Mission et qui est un quartier qui aujourd'hui souffre des inondations de la Lézarde notamment et d'une trop forte densification de bâtiments qui sont des bâtiments en fait d'un étage mais qui sont très resserrés et très compacts. Et en fait, on a proposé différents scénarios qui permettent de jouer sur plusieurs métriques, la température, l'UTCI, donc un indicateur de confort thermique, et le ruissellement urbain, ce qui en fait représente tout ce qui est lié à l'amplification des phénomènes d'inondation par la minéralisation des sols. Et évidemment, c'est très important aux Antilles, notamment en Martinique, pour les raisons que l'on connaît liées à l'activité cyclonique. Et donc, on a proposé, et surtout l'agence Béchu a dessiné et a proposé plusieurs projets d'aménagement de ce quartier pour proposer des bâtiments un peu plus hauts, un peu plus distants, et des bâtiments qui seraient des bâtiments à double usage, qui pourraient justement avoir des rez-de-chaussée qui soient totalement inutilisés pour justement être inondés sans poser de problème,
Proposer aussi autour des petits ruisseaux ce qu'on appelle des jardins épanchoirs qui sont en fait en période sèche des jardins secs qui favorisent le confort dans le quartier et qui sont en temps humide des bassins de rétention des eaux en excès, des eaux pluviales ou des eaux fluviales de la Lézarde qui sont en excès, et vraiment reconstruire et repenser la structure et l'aménagement de ce quartier pour diminuer au maximum le ruissellement urbain. Donc ici, on a un premier projet qui a été proposé qui réduit de 38% le ruissellement urbain, et on voit qu'en implémentant les scénarios 2 et 3 qui montent en R+2 et en R+4 et qui diminuent la surface d'emprise au sol, et avec toujours des bâtiments à double usage et avec des rez-de-chaussée qui sont dégagés pour être justement inondés, on voit qu'on peut descendre le ruissellement urbain jusqu'à 61% dans la zone du quartier, ce qui diminue drastiquement en fait le risque d'inondation à l'échelle du quartier, et qui en fait augmente considérablement la résilience non pas d'un actif immobilier, d'un bâtiment, mais ici à l'échelle d'un quartier, sachant que ça se traduit également par le confort thermique et notamment le temps passé dans des plages de stress thermique qui sont fortes, donc de 32 à 38 degrés, sachant que l'UTCI, je précise simplement, il s'agit d'un indicateur de confort thermique basé sur 5 métriques, la température, l'humidité, le vent, le rayonnement solaire et le métabolisme humain, et qui est donc, ce n'est pas une température, c'est une température ressentie, et on voit qu'on peut diminuer de plus de 13% le temps passé dans des plages de fort stress thermique en aménageant le quartier de manière différente, en réduisant les surfaces d'emprise au sol, et donc ça permet de diminuer à la fois les enjeux thermiques et les enjeux hydrologiques. Et c'est un exemple de cas urbain qu'on a monté avec l'agence Béchu Associés, et qui permet, on va dire, d'optimiser la résilience non plus à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle d'un quartier. Et simplement pour préciser, quand je disais tout à l'heure qu'une fois qu'on a défini un scénario d'adaptation, on est en capacité de mesurer l'impact qu'il va avoir, c'est à partir d'outils comme celui-ci, puisqu'évidemment, on n'est pas obligé de jouer sur la quantité de surface bâtie, la quantité de surface végétalisée, etc. On peut aussi jouer sur les matériaux, sur la couleur des revêtements, sur les surfaces vitrées, sur les systèmes énergétiques, sur tous les éléments qui peuvent favoriser ou défavoriser la résilience d'un bâtiment ou d'un quartier. Je pense que vous l'aurez bien compris, hein, les enjeux, ils sont, quelles que soient les échelles, ils sont inévitables. Il faut les regarder en face. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce partenariat avec J'expertise aussi dans sa capacité à évaluer les incidences sur les transparences hydrauliques, puisqu'on est aussi sur la partie génie urbain, on est en capacité d'accompagner donc TCC et surtout nos clients à travers donc ce partenariat avec les concepteurs pour apporter des vraies réponses et aussi apporter des éléments qui sont soumis à la consultation et à la présentation du public. Ça, c'est très important. On a ainsi des outils qui sont présentables et qui permettent d'intégrer l'ensemble des concitoyens aux décisions qui doivent être prises pour les différents aménagements. Merci beaucoup, Roman. Merci Ludovic aussi pour ce complément. Merci Hassan également. Nous sommes presque dans les temps, il est 12h01. Je voulais savoir si il y avait d'autres questions. Vous avez bien fait d'ailleurs de les poser au fur et à mesure dans le chat. En tout cas, merci pour vos remarques, vos questions qui ont permis d'alimenter aussi nos échanges et notre discours. En tout cas, sachez que, comme je vous l'expliquais en début de webinaire, ce dernier vous sera diffusé par mail et sera également en replay sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site internet. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir le revoir. Évidemment, si vous souhaitez discuter d'un projet plus particulièrement ou plus approfondi, n'hésitez surtout pas aussi à nous en faire part. Je crois que sur la dernière slide, vous avez l'ensemble de nos coordonnées. Donc, vous pourrez évidemment nous solliciter, nous poser les questions souhaitées. Merci en tout cas Clément, merci Didier. Vous connaissez J'expertise pour la partie géomètre, mais vous avez découvert d'autres domaines, dont le BIM aujourd'hui. C'était aussi l'objectif de ma mini présentation justement pour voilà vous parler des différentes prestations, la pluridisciplinarité des activités. En tout cas, Didier, n'hésitez pas si vous avez des questions sur d'autres aspects, je me tiens à votre disposition. Je serai ravie d'échanger avec vous sur d'autres sujets. Encore une fois, merci Roman, merci Hassan et merci Ludovic pour ces précisions. Un petit mot de conclusion peut-être? Roman, Ludo?
Oui, bon appétit, c'est une bonne conclusion. En tout cas, merci à vous. Merci Roman, merci à Sam. Et passez une bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée.